Mais j'ai adoré, moi, mes années chez Golden. C'est vraiment, pour moi, c'est mes années d'adolescence. J'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. C'était dur, les premiers sketchs, parce que ils voulaient pas trop prendre de risques. Je me souviens que le premier, ils voulaient pas le diffuser, quoi. Ça changeait complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir, parce que là, c'était de la vraie fiction. C'était pas spécialement drôle. Ça racontait une histoire de non-communication dans le couple. Et il m'avait dit, mais on le diffuse, mais tu vas te planter. Je te le dis, ça va pas marcher. C'est trop sérieux. Et puis je fais, fais-moi confiance, on le fait. Et en fait, ça a cartonné. Et à partir de là, j'ai eu carte blanche pour faire tout ce que je voulais. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Oh, je connais pas par exemple ta petite enfance et tout. Ah ok, on va parler vraiment de mon histoire. Parce que là... Ok, attends, je vais enlever mes pompes. Vas-y, enlève tes pompes, mets-toi à l'aise. Comme ça, je me mets en tailleur. Moi aussi, je me mets en tailleur. C'est bien, c'est ton truc de te mettre en tailleur. Ah oui, j'adore. Moi aussi, je me mets en tailleur, c'est ma vie. Mais faut être souple. Hein. Oh, ça va. Attends. Mais toi, tu fais du yoga et oui, tout. c'est vrai, je fais du yoga à bloc. Avec ton chien sur les épaules, là. Ma Pauvre. poule. Elle me manque. Chaque fois, je vois tes stories. Je vais à Paris, mon chien. Putain. On est un peu sur un couple fusionnel avec ton chien. Hein. On est un peu sur un sujet obsessionnel, surtout. C'est obsessionnel, mais comme tout dans ma vie, tu vois. Je crois que ça va être un... C'est pour ça que je te lance là-dessus, c'est que je crois que ça va être un fil rouge. Ah oui, bah, c'est sûr. Mais je sais pas faire les choses à moitié. J'aime soit très fort, soit pas. Mais tu vois, et d'ailleurs, dans mes stories, depuis que j'ai remis, tu vois que je crois qu'il n'y a pas une story où il n'y a pas remis. Oui. C'est... Et tu vois, moi de l'extérieur, je me dis, mais t'as pas envie d'être peinarde à faire ton yoga pendant un quart d'heure le matin, quoi? Parce que le chien, bon, oui, alors les gens qui savent pas, les gens qui savent pas. Donc Éléonore, effectivement, Coste, qui ici poste régulièrement des stories où elle est en train de faire son yoga avec son chien qui vient se coller sur tes épaules, hein, carrément, pendant que t'es en train de faire ton yoga. T'as pas 2 minutes. C'est vrai que c'est ce que je disais à Robin, mon compagnon. Je disais, putain, c'est fou, depuis 1 an qu'on a remis, j'ai pas fait un Shavasana. Tu sais, c'est la posture de fin méditative où t'es allongé. Sans avoir un animal qui vient me faire chier, me lécher l'oreille et tout. Et je crois que ça m'arrange bien parce que je suis pas capable, en fait, depuis le premier confinement, je suis plus capable de faire de la méditation et du coup, ça me permet l'excuse de j'y arrive pas et l'excuse de pas peut-être une petite excuse, en fait, tu vois. Mais ceci dit, il m'arrive parfois de ne pas filmer mes séances et de les enfermer comme tu me l'avais si bien suggéré. Je ferme la porte, tout simplement. Mais c'est vrai qu'elles vont gratter. C'est chiant aussi. C'est-à-dire que j'ai plus de moments, c'est vrai, de calme, de vrai calme. Ou alors si, quand elles dorment. T'es jeune mère, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, ça me prépare. Ça te prépare. D'une certaine façon. Parce que quand tu dis tu l'es, ça veut dire que t'as aussi adopté un chat. Ou une chatte, je sais même pas. Une petite chatte dans les poubelles, ouais. Et qui désormais vient aussi t'emmerder quand t'es en train de faire ton yoga. Ouais, c'est ça qui... Mais en fait, parce que aussi j'ai la chienne de ma mère en ce moment qui a 5 mois, que je garde. Ouais. Donc j'ai 2 chiennes et la chatte. Et en fait, c'est que des animaux qui sont incapables d'être indépendants. Ils ne font pas de choses sans... C'est-à-dire que tu vas aux toilettes, ils vont tous les 3 aux toilettes avec toi. Et en fait, ils me suivent à la queue leu-leu, où que j'aille. Et même s'ils sont en train de dormir... Des fois, j'essaye de monter sans faire de bruit. Tu parles, il y en a un qui est réveillé, c'est terminé, ils te suivent là où tu vas. Et donc, tu peux plus jamais pisser tranquille. Non. C'est vrai. Oui, ils sont vraiment là tout le temps. Et si je ferme la porte des toilettes, ça gratte. Et mais tu vois, en parlant, je me rends compte que c'était mon rêve d'avoir ça. Ah ouais? D'avoir une petite troupe comme ça qui me suit. Non, comme dans les dessins animés. Quand j'étais petite, tu sais, j'avais vraiment... Tu sais, on s'endort quand on est petit avec des rêves, des fantasmes, des histoires qu'on se raconte. Et moi, je me souviens que mon rêve,
c'était que toutes mes peluches s'animent et que le lendemain à l'école, elles me suivent à la queue leu-leu. Et ben voilà. Quel super comme rêve. Et bah tu vois, c'est un peu ça, c'est que c'est des peluches vivantes hein, dont il faut s'occuper, mais c'est quand même des peluches vivantes. Waouh. J'ai réalisé mon rêve en fait. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est fou. C'est complètement... Ouais. Tu t'en rends compte là? Ouais, non mais là je viens de m'en rendre compte parce que j'ai utilisé les mots Qu'elle te que le et tout, et c'était mon fantasme. Waouh. Que d'accomplissement. Ça s'appelle histoire de succès. C'est ça, voilà. Bah t'y es quoi. Bah là on peut pas faire mieux. Mais justement, je trouve ça trop bien de t'avoir là pour parler de succès, parce que j'ai aussi l'impression que t'as mis en place dans ta vie privée, c'est pas des secrets que je divulgue, hein, mais juste t'as quitté Paris avec ton chéri, vous êtes installé dans le Perche. Oui. Alors j'ai pas quitté Paris. Ah. Parce que théoriquement j'ai gardé un endroit à Paris, okay. Parce que j'ai un appart que je paye très peu cher, okay. ce qui me permet de faire les deux, à mon avis plus pour longtemps, parce que ça commence à... En fait, Paris, j'y vais maintenant une semaine par mois, et ça fait cher un loyer pour une semaine par mois, okay. Et aussi ça me brise de savoir que du coup pendant 3 semaines, il y a un logement qui est vide. Ah oui. Et que je peux pas sous-louer, parce que j'ai pas le droit, parce que je suis pas propriétaire. Mais du coup, théoriquement, le deal, c'était on vit entre... normalement, ce qu'on devait faire, c'était 2 semaines à Paris, 2 semaines dans le Perche. En fait, on s'est installé là-bas. Moi, Robin, il veut plus jamais venir à Paris, ça le saoule trop. Et moi, j'y vais que pour le boulot. Et voilà, comme je te dis, quand j'ai un rendez-vous, je vais caser tout autour et j'ai des journées de dingue parce que je veux faire trop de trucs pour vite rentrer dans le Perche. Et après, ça te saule et tu rentres et tu fais putain, c'était vraiment de la merde, Paris. Ouais, et une semaine après, je fais mais je m'ennuie. Franchement, on devrait aller à Paris de temps en temps. Ouais. Mais c'est marrant ce truc parce que ça m'évoque aussi l'exode, tu vois, de plein de Parisiens qui vont vivre à la campagne, etc., etc. Et je me dis, mais ça doit quand même faire un gouffre en fait en termes d'activité. C'est un immense gouffre, et c'est pour ça que moi, il y a plein de potes qui m'ont dit, mais ça me donne trop envie ce que t'as fait. Et moi, je dis attention, parce que nous, on a pu le faire, parce que Robin et moi, on est des campagnards à la base. C'est-à-dire que nous, on vient de la campagne, on a grandi dans l'ennui. Mais l'ennui qui était hyper bénéfique parce que lui, il est devenu musicien et moi, j'ai commencé à écrire aussi grâce à cet ennui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui... là, attends, il y en a plein qui en reviennent, qui se sont installés pendant le confinement. Et en fait, il faut savoir que là-bas, il n'y a pas de vie sociale. Enfin, on commence à en avoir une avec les gens qui se sont installés là-bas, mais c'est très difficile de rencontrer des gens. Et puis, c'est la campagne. C'est que tu dois prendre la voiture pour tout. Tu peux pas... Vous vous rendez compte, les gens qui vivent pas à Paris, on doit prendre la voiture pour tout. Moi, j'ai grandi dans un endroit où il faut prendre la voiture pour tout. Voilà. Si t'as pas ton permis, t'es mort. Mais il n'y a pas de spontanéité, tu vois. On peut pas se dire... même on habite loin les uns des autres avec nos potes, c'est quand même 30 minutes de voiture, donc ça veut dire que tu peux pas boire. Faut faire attention à ça. Et c'est pas du tout la même organisation. Et franchement, c'est ce que je dis à mes potes qui veulent faire ça. Louer d'abord quelque chose, parce qu'il faut tester. Et c'est vrai que ça peut être flippant. Nous, on adore ce qu'on est des ours. Je dis on parce que vraiment, il est comme moi. Et on aime bien ne pas voir de gens. On aime bien être tranquille. Je te jure, des fois, il y a des amis qui doivent venir le samedi soir et quand ils annulent, on est trop contents. Ah, quand ils annulent? Ah ouais, mais on est trop contents, nous, de la moindre annulation qui nous permet de rester que tous les deux. C'est horrible. Mais voilà, c'est important. On a quand même des potes et on fait et on est content de le faire, mais c'est vrai que si on nous disait qu'on reste enfermé dans la maison, ça nous va. Mais les gens qui vivent pas à Paris se rendent pas compte. Mais par exemple, moi qui ai vécu beaucoup entre Paris et Lille, déjà entre Paris et Lille qui est quand même une grande ville, quoi. Mais il y a une telle différence d'activité entre Paris et les grandes villes de province que c'est vrai que de faire en plus le cap vers au milieu de nulle part dans le Perche. Et on oublie aussi que à Paris et à Lille, j'imagine que c'est pareil, tu as une multitude de choix. Mais d'ailleurs, moi, ça me faisait tourner la tête. Rien que le restaurant dans lequel tu vas manger, c'est très difficile de choisir. La boulangerie, l'endroit où tu vas acheter tes vêtements, en fait, moi, ça m'angoisse beaucoup, ça. Et dans le Perche, tu n'as aucun choix. Tu n'as pas le choix, en fait. T'es obligé de te faire à manger. Des restaurants, il y en a 3. Donc, tu vois, et moi, ça me rassure, ce petit cadre où j'ai pas trop de choix. Et du coup, ça crée des habitudes et des liens, même avec... t'as un supermarché, t'as ton marché, et voilà, exactement. Voilà, moi, ça me rassure. Mais il y a des gens que ça angoisse beaucoup. Ok. Bon, vous saurez, si jamais vous écoutez. Faut réfléchir.
Faut pas. Un peu. Faut faire des expériences. Partez pas comme ça, bille en tête, ouais, quoi. C'est ça. Ou alors, si vous êtes des ours, ça marche. Puis en plus, les confinements et tout ça, ça va pas durer. Là, je crois que c'est fini. Hein. Enfin, à un moment donné où. Fini. Ouais, je crois. Enfin, sauf s'il nous tombe enfin, tu vois, s'il nous tombe une épidémie de choléra sur la gueule, peut-être qu'on va se reconfiner. Voilà, c'est que la vie reprend et que, le COVID, évidemment, qu'il y en a plein qui ont fait ça en se disant, putain, mais moi, je veux plus rester enfermé dans mon 30 mètres carrés et c'est normal. Ce qui est très entendable. Bien sûr. Tu sais qu'on va parler de ton histoire. Oui. Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'en fait, on a commencé par parler d'obsession, mais je crois qu'on va beaucoup parler d'obsession. Est-ce que tu peux me raconter à quoi tu ressemblais? C'est la première question que je pose à tous mes invités dans l'histoire de succès. À quoi tu ressemblais, Éléonore, quand tu avais 7-8 ans? Tu vas couper les silences. Pas forcément. Je ressemblais à une enfant quand même assez angoissée déjà. J'avais très peur, c'est marrant parce que tout se rejoint. J'avais très peur de sortir quand mes parents allaient au restaurant ou chez des amis. Moi, c'était ma hantise d'aller avec eux parce que j'avais peur d'être malade. J'avais tout le temps mal au ventre, moi, en fait. Okay. En fait, j'ai appris des années plus tard que c'était de l'angoisse. Et j'avais tout le temps peur d'avoir mal au ventre et de ne pas être chez moi. Parce que quand j'avais mal au ventre chez moi, je pouvais facilement être rassurée par le fait d'avoir des chiottes qui sont mes chiottes à moi. Je pouvais rester à essayer de faire caca des heures, tu vois. Et j'avais très très peur de déranger mes parents. De les déranger, tu veux dire? Ouais, j'avais peur d'avoir mal au ventre et du coup de les forcer à rentrer plus tôt. Ou de les déranger parce que j'ai besoin de ma mère pour mettre sa main sur mon ventre ou venir avec moi aux toilettes, tu vois. J'avais beaucoup besoin de ma mère. Ok. J'étais très très dans les jupons de ma mère tout le temps. Et à côté de ça, je pense qu'à 7 ans, j'étais... on se racontait déjà beaucoup d'histoires avec Raphaël, ma sœur, je pense. On jouait beaucoup. Aux marchands, aux dames. On appelait ça jouer aux dames. En fait, on allait juste mettre les vêtements de ma mère. Ah oui. Et tu sais, on tapait à la machine et on fumait des fausses cigarettes et on faisait « Ta gueule, Isabelle !» Et en fait, on reprenait les trucs de... En fait, on jouait aux parents et on trouvait ça génial d'être eux. Et aujourd'hui, tout ce qu'on imaginait être génial, c'est tout ce que je déteste dans la vie. Le stress, la clope, être au téléphone, tu vois. Signer des trucs, on prenait des papiers et on signait. Comme si on signait des dossiers, tu vois. Mais voilà, j'étais quand même une enfant joyeuse, mais très angoissée par l'école, très angoissée par le fait de sortir. Chez moi, ça allait très bien. Tes parents, ils étaient déjà intenses comme on a pu les voir dans tes stories. Ouais, je me suis demandé ça. Ils étaient déjà intenses quand vous étiez jeunes comme ça? Très intenses. Ils ça étaient n'a pas changé. Je pense que ça s'est empiré avec les années. Alors, je sais pas si ça s'est empiré ou si c'est moi qui tout à coup ai eu du recul, ce que je suis devenue moi, et adulte. Mais non, ils ont toujours été fous. Ils ont toujours été très dans le verbe, très... oui, le verbe haut, tu vois, à crier, dans les insultes, beaucoup d'alcool, beaucoup de clopes. Mais la vie à fond, la vie à 100 à l'air, quoi. Moi, j'adorais. Mais on criait, quoi. Les repas, c'est tout le monde racontait sa journée le soir en même temps. Et nous, on a appris... Mon cerveau, il est capable de capter vraiment beaucoup de conversations en même temps aujourd'hui grâce à ça. Et ma mère, encore aujourd'hui, elle n'est pas capable d'écouter, puis de répondre, et voilà. Et c'est pour ça que je parle vite, moi. C'est que j'ai toujours peur qu'on me coupe la parole ou qu'on t'écoute pas. Ouais. Je vais écouter quelqu'un d'autre à côté. Oui, c'est ça. Ok. Putain, c'est ouf parce que tu sais, quand donc régulièrement, tu postais des réunions de famille, en fait. Ouais. Et moi, ça me mettait un coup de stress. Mal à l'aise, je sais, à chaque fois. J'étais là, mais ma pauvre, c'est ça ta vie avec tes parents, en fait, c'est ouf. Il y a des gens, tu sais, il y a des petites amies que j'ai ramenées qui se sont senties mal. Hein. Ouais, ça, c'était le test ultime. Si un mec supportait pas une soirée, c'est que ça allait pas le faire avec moi. Et moi, je vois Robin, donc ton chéri actuel, qui est sur les trucs, et je me dis, mais cette personne est un ange, est un, je sais pas, et parce que, un havre de patience à discuter. Parce que Robin, il a compris qu'à partir du moment où il rentrait là-dedans, il était dans striptease. Robin, il joue le jeu, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il est pas, tu peux pas rentrer là-dedans en étant au premier degré. Tu rentres comme une expérience. Okay. Tu rentres en disant, ok, je rentre dans la folie, je vais accepter cette folie. Et lui, il a toujours réussi à mettre cette distance. En fait, ça le fait trop marrer, lui.
Mais il se moque. Enfin, tu vois, il se moque. Pour autant, il se moque pas de tes parents. Non, il se moque pas. Il discute avec eux énormément, machin. Enfin, Robin, il était très très attaché à mon père aussi. Ils avaient une relation vraiment très très saine. Ils avaient d'ailleurs beaucoup plus une relation aux deux que moi avec mon père, quoi. Il y avait un truc où ils étaient tout le temps collés, en fait. Et ma mère, Ton père qui est décédé il y a quelques mois, là. Ouais, au mois de novembre. On va en reparler un peu plus tard avec ton film, mais. Ok. C'est pour ça que tu utilisais le passé, je voulais dire. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a toutes les stories que j'ai pas enlevées encore, mais je les enlèverai pas, je pense. Mais tu sais, j'ai laissé à la une toutes les stories, genre géniteur, envahisseur. Mais c'est génial. Je les laisse. Ça, c'est le plus bel. Enfin, je trouve, moi, que c'est le plus bel hommage que tu puisses faire à ton père. Et j'ai tellement de vidéos, j'ai vraiment. Mon rêve, c'est de faire un documentaire en fait sur toute cette vie folle. Mais de 1, je me demande si ça va être intéressant. Et de 2, quel va être l'angle. Mais moi, j'imagine un truc à la striptease. Tu sais, moi je les filme depuis que j'ai 13 ans. Moi, je trouve ça, à titre perso, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, pour moi, tes parents, et puis vous aussi avec ta sœur, vous êtes des personnages. Quand il y avait des réunions de famille d'Éléonore, moi, je regardais, ça me mettait un coup de stress, mais tout comme, tu vois, tu peux regarder n'importe quelle série et en fait, t'as des personnages que t'aimes, t'en as d'autres que tu fais, putain, ils sont gonflants et tout, enfin, tu vois, c'est un peu pareil, quoi. Ouais. Donc, non, pour moi, il y a un vrai truc, quoi. On en parlera un petit peu plus tard, mais t'as mis en scène aussi tes parents dans Genre Humaine, quoi. Un peu plus tard, quoi. Ouais. Dans ta vie. Bah oui, dans tout, je les mets en scène. Donc, ok, t'es petite, 7-8 ans, dans les jupons de ta mère. Comment ça se passe le collège pour toi? Le collège était horrible parce que mais il y a toujours eu j'ai toujours été divisée en deux. C'est qu'il y avait le côté où c'était horrible parce que j'étais tapée moi au collège, donc tu t'es fait harceler. Ouais, donc c'était hyper dur parce que mes parents étaient magistrats et on vivait dans le Val d'Oise où en fait quand mes parents ils jugeaient quelqu'un, potentiellement c'était le père du mec qui était en 6e B avec moi. Donc en fait, évidemment que j'étais tapée. Moi je me prenais, tu vois. Je savais pas ça. Ah bon? Pourtant je l'avais déjà raconté. J'ai l'impression de l'avoir dit 1000 fois, mais en même temps, les gens passent pas leur vie à écouter des interviews d'Éléonore Coste. Ok, donc tes parents étaient magistrats et donc toi tu te retrouvais un peu la souffre-douleur. Ouais, et puis le fait qu'ils étaient magistrats, que du coup ils gagnaient bien leur vie. On vivait dans un manoir qu'en fait mes parents ont hérité de la famille de ma mère, qui était une famille d'écrivains, de grands intellectuels, les Duhamel, d'acteurs et tout. On va en parler. Ouais. De papy, enfin de grand-papy, non, c'est ça? Grand-papy? Attends, dans ta famille, il y a... Il y a Georges Duhamel, qui est mon arrière-grand-père, qui était un écrivain et chirurgien de la Première Guerre mondiale. Ouais. Et ensuite, il y a Bernard Duhamel, qui a été un chirurgien renommé, qui a écrit énormément d'ouvrages aussi. Académie française. Ouais, à l'Académie. Ouais. Et c'était une famille d'académiciens, de grands intellectuels, voilà, que j'ai beaucoup et que j'admire toujours de leur cercueil. Mais ils ont légué ce manoir, d'ailleurs, qu'ils n'avaient pas payé grand-chose à l'époque, parce qu'à l'époque, le 95, tu penses, c'était pas... En plus, dans un coin paumé à Hérouville. D'ailleurs, c'est Grégoire, le chanteur, qui l'a racheté. Non. Je te jure. Le chanteur de... Toi, plus moi. Et je rêve d'y retourner pour revoir. Ça, c'est la maison dans laquelle j'ai été le plus heureuse dans ma vie. C'était dingue. C'était trop. Il y avait 15 chambres. On vivait à 4 là-dedans. Oh là là. Il y avait 17 salles de bain. Tu vois, pour faire caca, j'avais vraiment l'embarras du choix, quoi. Mais il y a toujours une forme de peu de demi-mesure, en fait. Mais non, mais il n'y avait pas de demi-mesure. Il n'y avait pas de demi-mesure. C'était, on prend, tiens, on va faire de l'équitation. Bah, ils auraient pu prendre un cheval chacun. Ils en ont pris 6. En fait, c'était que des trucs comme ça. Ils construisent une piscine et puis ils en ont construit une autre ailleurs dans le bout du jardin. Et en fait, mes parents, ils ont vécu que comme ça. Et au bout de 10 ans de vie dans ce manoir, ils étaient ruinés. Ah, yes. Ils se sont ruinés, en fait, mes parents. Parce qu'ils ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens et à découvert. Toujours. Moi, j'ai toujours connu mes parents avec des problèmes d'argent. Et du coup, c'était complètement contradictoire, parce que on vivait dans ce lieu qui était incroyable, mais du coup, qui était chauffé qu'à moitié. On avait des chevaux, on avait des motos, on avait des voitures, j'avais mon scooter quand j'étais au collège, tu vois. On ne manquait de rien, on partait au ski et tout.
Mais en fait, le revers de la médaille, c'est que ils étaient tout le temps dans la merde. Ils étaient tout le temps à courir, à demander de l'argent à des potes. D'ailleurs, ils ont perdu énormément de potes à cause de ça. Mais c'était pour des histoires de statut social, tu crois ? D'avoir un manoir comme ça, de représentation. Mon père, il a grandi dans un tout petit appart. Enfin bon, je vais pas refaire l'histoire de mon père, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de... Il avait vraiment une revanche à prendre et il assimilait beaucoup l'argent, le paraître à une réussite sociale, évidemment. Et c'est lui, d'ailleurs. Ma mère, elle est pas du tout comme ça. Ma mère, elle a un problème avec l'argent, c'est clair, parce que c'est une grosse dépensière. Mais elle est plutôt simple, tu vois. Mon père, il a toujours refusé de vivre dans moins de 500 mètres carrés. Ah, yes. Ouais. Écoutez, je vous invite à aller écouter mon podcast d'Histoire d'argent parce que... c'est pour ça que je trouve ça intéressant, ton podcast Histoire d'argent, parce que tu vois... Mais ça, forcément, à un moment donné, ça vient t'impacter toi, tu vois. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur mon rapport à l'argent, et heureusement, moi, j'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout ce truc de paraître. Tu vois, j'ai pas du tout fait ça. J'ai vraiment, moi, au contraire, j'ai acheté une petite maison, pas très chère, avec un crédit. Et moi, en revanche, je ne suis jamais à découvert. Et on va en reparler, mais j'ai la peur du découvert. Voilà, t'as lancé un KissBankBank et en fait, on en parlait juste avant d'enregistrer et t'as du mal à demander de l'argent. Ah ouais, ça me terrifie. Je trouve ça me met très très mal à l'aise et puis je regarde je vois les gens qui donnent et je te jure, ça me fait sortir de moi. Je peux pas croire que des gens me donnent de l'argent. Faut que t'ailles écouter le premier épisode avec Christian Junot qui parle de ça et de ce qu'on projette sur l'argent. Ouais. Et en fait, c'est assez dingue parce qu'on projette des tas de trucs. Alors qu'en fait, si tu réfléchis un peu, si t'enlèves ces projections et que tu regardes l'argent tel qu'il est, c'est juste des billets et un moyen de financer des choses, quoi. Tu vois, une monnaie d'échange d'une manière générale. Oui, et on projette énormément de choses. Mais c'est, pour moi, l'argent, en manquer, en tout cas, c'est tombé. Mes parents, ils sont tombés malades. Leur cancer, c'est lié à ça. C'est lié à. Ils se sont fait tellement de soucis. Pour moi, c'est ça, tu vois. Bon, évidemment, l'alcool, la clope, et puis après, tu peux pas savoir. Mais pour moi, j'assimile vraiment. Ils se sont pourris la vie, en fait, avec ce mode de vie. Et toujours courir après un truc, toujours. Mais en même temps, ils ont vécu de façon un peu grandiose. Ils disaient, on a vécu un peu étoile filante, quoi. Voilà, cool. Mais c'est vrai que moi, je te dis, si je suis, je ne serai jamais à découvert. Je touche du bois. Je flippe dès que je vois que je vais potentiellement pouvoir être à découvert. C'est vraiment ma hantise de devoir de l'argent à la banque. Mais je l'ai vécu aussi. Ça, j'ai été comme eux en fait jusqu'à mes 25 ans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est mon ex qui m'a appris à l'époque à gérer l'argent. Il m'a pris mes comptes et il m'a dit « Mais tu te rends compte tout ce que tu dépenses ?» J'étais toujours à découvert. Et jusqu'au jour où j'ai eu la lettre de la Banque de France. Ah, yes. Et que j'ai eu le truc des huissiers, en fait. Et là, j'ai fait « Ah, mais c'est réel, en fait. L'argent, c'est de l'argent. » Parce que pour moi, c'était du vent, en fait. Je vivais comme mes parents. Ah bah, j'ai envie de ça, vas-y, je fais un chèque. Ah bah, j'ai pas d'argent, tant pis. J'ai un chèque, c'est incroyable. À 18 ans, j'ai eu mon premier chéquier. J'ai découvert que tu pouvais acheter tout ce que tu voulais sans avoir d'argent sur ton compte. Jusqu'à ce qu'on vienne te dire que tu peux pas, tu vois. Wow. Puis j'ai découvert le découvert. Tu vois, ça, c'était fou. Et ouais, et à l'âge de 25 ans, j'ai eu peur, en fait. J'ai vraiment eu ce truc, mais en fait, je suis en train de devenir comme eux, là. Et t'as switché. Ouais. Okay. Et j'ai switché, du côté, maintenant, j'ai peur. En tout cas, c'est pas une obsession, mais je fais attention, je dépense pas de l'argent. Et puis bon, après, j'ai une conscience aujourd'hui aussi, en tant que consommatrice et écologique, qui fait que je consomme beaucoup moins que quand j'avais 20 ans, évidemment. Ouais. Maintenant, je fais attention quand même. Qui a changé. Ouais. Donc tu te faisais bully à l'école, pour revenir à ton parcours. Bully. Tu te faisais... bully, c'est se faire harceler, quoi. Tu te faisais harceler. Ouais, tout le collège. Tout le collège. Ouais. Comment t'as la sensation que ça t'a impacté, toi, en tant qu'adulte, aujourd'hui ? Bah, ça a créé des gros problèmes de confiance. Mais j'ai toujours peur que les gens m'aiment pas. Toujours, quoi. Donc j'essaye toujours de me faire aimer. Et souvent, d'ailleurs, je vais dans un débat et tout rejoindre la personne que j'aime bien ou aller dans le sens pour être aimée, ou même la caissière d'un supermarché. Si elle se plaint des vaccins, je vais me plaindre des vaccins avec elle. Alors que je suis à fond pour les vaccins. Ah ouais. Mais parce que j'ai envie qu'elle m'aime, quoi. Et ma sœur, elle a pareil. Pourtant, elle a pas été maltraitée, elle, tu vois. Ok. T'as la sensation que ça t'a développé une forme de sensibilité, d'empathie en tant qu'artiste aujourd'hui ?
Ouais, enfin une forme surtout de colère et de tristesse, empathie, je sais pas. Moi, je sais pas. Sensibilité peut-être, ouais, mais ça met en colère quand même et c'est injuste. Oui, j'ai un truc avec l'injustice qui est très, par exemple sur des salaires, sur un film quand il va y avoir un salaire. On revient à l'argent. Hein ? On revient à l'argent, mais c'est un exemple que j'ai où il y a, je sais plus, quelques mois, j'ai un pote qui a sur la même OP qui a été payé le double de moi et ça peut me rendre folle. Des trucs d'injustice comme ça et je pense que ça vient de là. Parce que vous faisiez le même boulot et tout. Oui, la même chose. Mais parce que t'as demandé 2 fois moins ? Non. Okay. Parce que c'est ce qu'on m'a proposé. Ok. Et en plus tu l'apprends au détour d'une conversation. Est-ce que tu sais si lui il a négocié pour avoir 2 fois plus ? Non, je pense pas. Je pense qu'on lui a proposé d'office ça. Ok. La prochaine fois, peut-être dit non, et puis moi je veux 2 fois plus. Ah oui, mais après, en revanche, quand ça arrive, la prochaine fois, je fais bah non, parce que machin, vous l'avez payé tant. Donc, alors en revanche, je me laisse pas faire. Je me laisse pas faire aujourd'hui. Mais ouais, il y a toujours ce truc où, en fait, j'ai tout le temps peur de me faire avoir. J'ai tout le temps peur de me faire bolosser, quoi. Ok. Donc ça a changé ça. Bah après, c'est bien, parce que peut-être que je me fais peut-être moins avoir, du coup, parce que je fais très attention à pas me faire niquer, quoi. Comment t'en es venu à commencer à écrire des trucs et à jouer dans ton histoire ? Ça se situe à peu près quand ? De façon professionnelle ou... Bah, même déjà pour commencer, quoi, tu vois. Je pense que pour commencer, dès que j'ai commencé à écrire, j'avais un journal intime et très vite, en fait, dans ce journal, j'écrivais des histoires. Et après, moi, je venais d'une famille d'écrivains, donc je rêvais d'être écrivaine. Alors, j'écrivais des nouvelles, tu vois. Mais ça faisait partie de ton histoire, c'est-à-dire que tes parents te racontaient ça, que tu venais d'une famille d'écrivains. Ah oui, tout le temps. Qui faisait Ma partie... grand-mère surtout. La légende, c'est ça ? Ouais, c'était la légende. Et puis, j'ai connu mon grand-père et c'était, oui, la famille Duhamel, c'était waouh, tu vois, c'était un gros truc. Et puis je vivais dans ce manoir qui avait été habité par eux. Je me souviens, le bureau de mon grand-père, tu vois, de ce gros bureau en acajou où il écrivait. Et j'étais très impressionnée, moi, par ça. Par mon arrière-grand-mère qui était comédienne. J'avais des cassettes audio où elle récitait des poèmes. Ah oui, donc t'as des archives, t'as des documents et tout. Ouais. Donc j'étais un peu fascinée par cette vie-là. Et encore aujourd'hui, parce que j'en apprends encore aujourd'hui sur leur vie. Ils ont eu une vie incroyable. Ça t'a inspiré ou ça t'a freiné aussi quelque part ? Ah non, moi ça m'a que inspiré. Okay. Ça m'a jamais freiné, j'ai jamais eu le complexe, je ferai jamais aussi bien qu'eux, parce qu'en plus j'ai jamais trouvé ça extraordinaire ce qu'il écrivait plus tard quand j'ai relu. Quand j'ai eu l'âge de lire Georges Duhamel, mon arrière-grand-père, je trouvais ça bien, mais à côté de Gary ou de certains auteurs ou Balzac et tout, je me disais c'est bien, mais donc j'avais pas de complexe d'infériorité, mais au contraire j'avais un truc de putain, ça c'est un leg, quelque chose d'avoir aussi grandi dans les livres, dans l'écriture, dans la musique aussi. Il y avait mon oncle, il était compositeur de musique, donc c'était vraiment une famille d'artistes. T'avais pas, enfin c'est même pas que t'avais pas d'autre choix, c'est juste qu'en baignant là-dedans, ça finit par t'y amener, quoi. Après, ce qui m'a amené à ça, c'est le fait que j'étais très mauvaise à l'école et que très vite mon père, il va passer pour un connard, donc je veux pas. Bon, en tout cas, c'était une conversation que j'avais entendue où il s'inquiétait beaucoup, il se demandait si j'étais pas con, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais des notes catastrophiques et en fait, ma seule façon d'avoir des bonnes notes, c'était d'apprendre par cœur. Et ça, j'apprenais très vite par cœur. Mais en fait, j'en avais vraiment rien à foutre, quoi. Ça te motivait pas, quoi. Non, et puis ça m'intéressait pas. Enfin, vraiment, c'est ce que je disais avant de venir avec un pote. Je disais, mais en fait, j'ai aucun souvenir d'avoir été intéressée par quelque chose à l'école. Vraiment, peut-être les arts plastiques vite fait. Mais rien ne m'intéressait. La musique, au collège, ça m'intéressait. Mais sinon, en fait, c'était juste de l'ennui à l'état pur. Donc, c'est sûr que quand tu te fais chier comme ça, t'as une porte ouverte vers d'autres possibilités. Et quand on me dit que t'es con, j'étais une très jolie petite fille. Et du coup, souvent, c'était quelque chose qui revenait tout le temps. Qu'est-ce qu'elle est belle. Comme t'es jolie, t'es con. Ouais. C'est ça ? Oui, ça. Ce lien de cause à effet. Ouais, il y avait ce lien de toute façon, elle va peut-être pas faire d'études, mais elle est tellement belle
que de toute façon, elle sera comédienne ou mannequin ou tu vois, elle va faire un truc avec ce physique. Donc moi, je pense que le métier de comédienne, je l'ai choisi à cause de ça, avec un problème de confiance. Et mon métier d'autrice, scénariste que je fais aujourd'hui d'ailleurs, il a mis beaucoup plus de temps à venir parce que y avait le técon dans un coin de ma tête. Ouais. Donc, en gros, ce que j'entends, c'est que tu t'es quand même, t'as baigné dans cette culture artistique, mais t'avais quand même ce truc de, t'es pas assez intelligente pour le faire, quoi. Ouais. Oui, il y Ça, c'est avait ouf. quand même Ouais, il y avait quand même un sous-entendu de bon, amuse-toi, mais. Alors que quand je jouais, quand je faisais mes spectacles, voilà, c'est ça. Quand je faisais mes spectacles et tout. Mais à côté de ça, des fois, c'était. Vraiment, je repense à des regards de mon père sur moi ou des trucs de vraie fierté sur les premiers trucs que j'ai écrits, par exemple, tu vois. Mais c'était sa position, lui, vis-à-vis de moi, en fait. Ok. C'était comme ça, c'était son rôle. Ok. Et je lui en veux pas parce que je pense que ça m'a poussé encore plus. Mais j'ai encore plus eu la hargne, tu vois. Oui, c'est ça, mais c'était de l'énergie un peu de revanche. C'était pas forcément. C'était pas pour te pousser en avant, quoi. C'était plutôt... ouais. C'est un fuel un peu négatif, quoi. Ouais, c'est du fuel quand même. Oui, ça reste du fuel. Fais pas chier, Fabrice, ok? Non, on prend ce qu'on a. Non, mais alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, en plus. Hein. Mais tu vois, j'ai moi aussi été harcelé au collège et je crois que ça a été un gros fuel pour moi. Toi aussi, ouais. Ouais. Ce truc de me dire, ils verront bien, quoi, les connards qui m'ont. Oui, mais ça fait du bien quand tu t'endors le soir et que t'imagines les bagarres, tu sais. Ouais, mais tu sais, moi, je me suis rendu compte, je sais pas, vers l'âge de 20, 25 ans, qu'en fait, ça pouvait plus suffire. Parce qu'une fois que t'avais réussi le truc que tu t'étais dit, bon, moi, je vais avoir un job qui me plaît, un machin qui me. Après, tu fais quoi? Faut réussir à trouver un relais, quoi, tu vois, de fuel. Pour le coup. Oui, c'est vrai, t'as raison. Faut trouver une autre colère. Une autre colère. Ok, une autre colère, très bien. Non, mais pourquoi pas, après tout. Bah ouais. Donc quoi, tu racontes que tu t'es lancé dans la comédie comme ça. T'as fait tes débuts sur Internet, en fait, en vrai. C'était quoi? C'était dans Le Visiteur du Futur, la première fois? Ouais, en fait, en vrai, c'était le théâtre. J'étais dans un circuit très classique, moi. Et après, je me faisais chier parce que j'attendais qu'on m'appelle, j'attendais un rôle. J'étais surtout hôtesse d'accueil, plus que comédienne. Ok. Et oui, en fait, non, mes débuts, c'est parce qu'il y a Dailymotion qui est arrivé. Et du coup, c'était dingue. Je me suis dit, c'est fou, il y a une plateforme où je peux proposer du contenu. Et je peux jouer si je veux. Et j'ai vu ça vraiment comme un entraînement. Je me suis dit, tiens, j'ai créé un journal intime d'une comédienne qui était vendeuse. Je m'inspirais déjà de ce que je vivais. Et en fait, c'était des épisodes de 1 à 3 minutes. Et je le faisais tous les jours. Et en fait, cette régularité, elle m'a permis de m'améliorer, de travailler mon jeu, mais de travailler aussi l'écriture, parce que du coup, j'écrivais, de travailler le montage après, parce que je montais. Et puis, et je me suis fait repérer par François Descraques grâce à ce truc-là. Ah, fou. Ok. Et ouais, après, ma première vraie expérience, c'était Le Visiteur. Oh là là. Ou Plus belle la vie, avant, peut-être. T'as joué dans Plus belle la vie? Je savais même pas que t'avais joué dans Plus belle la vie. Ouais, j'ai joué dans Plus belle la vie quand j'étais jeune. Waouh. Pas très longtemps, genre 3-4 mois, mais c'était une de mes premières expériences. Ok. Et donc tu rentres, tu te fais connaître par Le Visiteur du Futur. Tu joues pendant genre les saisons sur le web, c'est ça? Ouais, écoute, ça a duré au moins 4 ans. Waouh. 3 ans. C'est simple. Non, c'est pas simple. Mais ouais, je dirais 3 ans, quoi. C'était une saison par an. Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris que c'était ça que je voulais faire. Enfin, ça m'a appris que je voulais être sur un plateau. Ok. Et que c'était très dur pour moi à l'époque parce que j'étais très angoissée, donc c'était pas du tout un plaisir de jouer. Mais t'étais angoissée de quoi? De tout, de la vie. C'était une période très... Enfin, de mes 16 à mes 25 ans, c'était très compliqué. J'étais sous antidépresseurs, sous somnifères, sous calmants. Je prenais énormément de trucs, je fumais énormément. Et j'étais angoissée de... Je sais pas, j'arrivais pas à lâcher prise, j'arrivais pas à être bien. J'étais jamais bien, en fait. Avec personne et nulle part. Mais je savais que j'allais l'être. Et il y avait ce truc où...
En fait, ça me plaisait l'idée qu'un jour, je pourrais vivre un tournage en étant bien. Et donc, je trouvais ça bien dans la projection de plus tard, je serais bien. Ouais, comment tu savais que t'allais l'être ? Parce que j'ai très vite, pas très vite, mais j'ai fini par comprendre que tout était, que rien n'était immuable et que tout bougeait et que je voyais bien que mon état d'une année à une autre, il évoluait. Et ça a été dur parce qu'il est resté stagnant très longtemps. Donc, mais une fois que j'ai compris ça, que les choses bougeaient, bah ça m'a, voilà, je savais qu'il y a un moment ça irait. Ok. Avec l'âge que ça irait. Avec l'âge. Ouais. Et finalement, tu t'en es pas trop mal sorti. Et finalement, ça a été, tu vois, la saison 4, j'ai vraiment kiffé, du coup. Ouais. Et après, bah, quand t'es angoissé, ça revient toujours, ça. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Mais... C'est revenu suite au confinement. Ouais, c'est revenu avec le confinement. Ça t'a mis un coup sur la casquette. Ouais, gros coup. Et surtout, ça m'a fait retourner dans un truc tellement bas, tellement loin et tellement noir que ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais en fait, je pensais vraiment que je retournerais jamais là. Et j'étais en colère. Mais est-ce que tu as la sensation que tu y es retourné de la même façon, non, dans le même état ? Pas du tout. Tu savais plein de choses en plus, quoi. Oui, alors déjà, t'étais consciente peut-être. J'ai pu continuer à faire tout. Ça m'a empêché de rien, mais j'ai tout refait dans le déplaisir. Ah oui. Et dans cet état, en fait, d'anxiété généralisée qui est tellement fort que il y a plus de plaisir en rien. Mais c'est pas grave parce que tu le fais. Et tu sais qu'à force de feindre ce plaisir, il va devenir réel au bout d'un moment. Et toujours avec en tête le fait que rien n'est immuable et que je vais évoluer. Et que si j'ai réussi une fois à sortir, je vais réussir. Et en gardant en tête que je pourrais y retourner. Et que c'est pas grave, en fait, d'y retourner. Ça fait chier, mais c'est pas grave. Ça t'empêche pas de vivre, en fait. Ah, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. Non, c'est pas chouette que tu sois passé par là, mais c'est chouette de te rendre compte. Ouais. Non, mais c'est T'as quel âge ? T'as 35 là ? 35, ouais. C'est plus les mêmes histoires quand tu replonges à... Bien sûr. Quand t'as 25 et 35, tu le vis pas du tout de la même façon, pas du tout. Tu le vis comment différemment ? Bah, tu le vis, je pense, de façon un peu plus intelligente à 35, un peu plus raisonnée. Voilà, j'ai une capacité à raisonner. À me dire, par exemple, je vais plus faire une crise d'angoisse ou je vais pleurer, me mettre par terre, ça n'existe plus, ça. Maintenant, je le vis de façon très intériorisée. Et c'est peut-être pire, parce que du coup, t'es encore plus seule. À 25 ans, peut-être que je pouvais dire à quelqu'un que je connaissais à peine. Comme tu le montres au monde, c'est ça ? Ouais, c'est la façon dont tu le montres, dont tu le... Et puis la différence, c'est que tu le gères quand même mieux. Moi, je sais quoi faire de moi si ça va pas. Aujourd'hui, à 25 ans, je savais pas quoi faire de moi. Ouais. Quand tu rentres chez Golden... un peu après, à ce moment-là, non, c'est ça ? Ouais, à peu près. Bon, écoute, dans l'année, en fait, qui a suivi la saison 4, donc en 2012. Ah ouais, donc tu rentres dans la bande Golden Moustache. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à te filer les clés pour pouvoir écrire des trucs, ou t'as commencé d'abord par jouer pas mal ? Pas tout de suite, ouais. C'est d'abord en tant que comédienne, et puis très vite, j'ai fait la connaissance de Vladimir Rodionov, qui est le directeur artistique à l'époque. Et il cherchait une série pour partir à Rio pour la Coupe du Monde. Oh oui. Et en fait, il avait vu le journal. Mais lui, il arrêtait pas de me pousser à écrire parce qu'il avait déjà vu le journal que je faisais. Il disait, mais c'est con, en plus on n'a pas de meuf et tout. Il y avait pas de meuf du tout qui écrivait à l'époque. Zéro meuf qui écrivait. Aucune. Et en fait, il me dit, propose-moi un truc. Et je lui ai proposé un... Il n'y a pas beaucoup de meufs marrantes non plus. Oui. Sur Internet. Ouais. D'une manière générale. Bah, ouais, je prétendais pas en tout cas ça, mais c'est vrai que l'humour, c'était ce qui c'était ce qui m'animait à l'époque. Oui. Et d'ailleurs, je pense que j'étais un peu cataloguée de la petite meuf mignonne, drôle, voilà, qui... Ouais. J'imagine qu'à l'époque, je devais être cataloguée comme ça, mais ça m'allait très bien. Et Vladimir, il m'a beaucoup poussée, et en fait, je lui ai dit, bah tiens, si on faisait un journal de Lolo à Rio, d'une meuf qui déteste le foot et qui se retrouve à la Coupe du Monde, quoi. Et puis, bah, il a kiffé, et je me suis retrouvée comme ça, à partir, mon premier voyage avec Golden, c'était à Rio, quoi. Waouh. Incroyable. Et alors ça, je vais dire, j'étais sur la fin de mes angoisses. Mais quand je dis mes angoisses, c'était tout, j'avais peur de tout. De prendre le métro, de prendre l'ascenseur, donc imagine l'avion. Et en fait, j'ai vraiment eu ce déclic de... C'est incroyable, là maintenant je vais lâcher. Et putain, j'ai tellement kiffé Rio. J'avais l'impression de vivre enfin. J'avais 27 ans quand même. Bah, c'est génial. Et j'avais l'impression, en fait...
Moi, mes 27 ans, c'était mes 15 ans. C'est vraiment l'adolescence que j'ai pas eu du tout. Ah ouais? Ah ouais, ce truc où, je sais pas, d'un coup, j'ai tout lâché. J'ai commencé vraiment à être bien à 27 ans, moi. Mais t'as lâché quoi? T'as 27 piges. J'ai lâché une sorte de contrôle, j'ai lâché sur les angoisses. Je crois que c'est un moment où je me suis dit, en fait, je suis comme ça, je suis angoissée et c'est pas grave. Et oui, j'ai des moments où je sors de mon corps et c'est pas grave. Et oui, je peux prendre des calmants de temps en temps et c'est pas grave. Et tu vois, un truc où c'était plus grave. Mais parce que j'avais eu ma rupture aussi qui m'avait beaucoup... qui m'a vachement aidée finalement. C'est une rupture amoureuse qui une était grosse compliquée. rupture où j'ai été vraiment je suis tombée de très haut, j'étais très triste et j'avais projeté beaucoup de choses sur cette relation et c'était quelqu'un qui s'occupait de moi et du coup tout à coup il y avait plus personne qui s'occupait de moi donc j'ai pu aussi faire ce que je voulais, tu vois, il y a eu une forme de liberté quoi. Ouais, c'est toujours un peu pareil, c'est que les béquilles qu'on a, elles finissent aussi par nous handicaper quelque part. Toujours, et c'est vrai que tu t'en rends pas compte sur le moment, mais oui, ça a été très libérateur pour moi. Okay. Et j'ai commencé à écrire là-bas, et à partir de là, en fait, le boss de l'époque, Adrien Labastire, je m'en souviens, on était dans un resto Rio, il m'a dit « Mais tu veux faire quoi, toi, Lolo ?» Et je lui ai dit « Adrien, moi, je veux écrire, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. » Et il a dit « Vas-y, à partir de la rentrée, moi, je t'engage. » Et en fait, j'ai commencé à écrire des articles, des pubs. T'écrivais des... Ok, j'écrivais vraiment, quoi. Ouais. Donc, j'ai commencé à écrire des articles pour le site, des publicités pour des marques. Tu sais, il y avait beaucoup de brand content chez Golden. On gagnait notre vie comme ça, en fait. Et puis, j'ai commencé à écrire mes premiers sketchs. C'était dur, les premiers sketchs, parce que ils voulaient pas trop prendre de risques. Je me souviens que le premier, ils voulaient pas le diffuser, quoi. Et j'ai dit, diffuse-le, parce que... C'était quoi? C'était sous-titre-moi. Ah, yes. Et ça changeait complètement de ce qu'on avait l'habitude de voir, parce que là, c'était de la vraie fiction, c'était pas spécialement drôle. Ça racontait une histoire de non-communication dans le couple. Et il m'avait dit, mais on le diffuse, mais tu vas te planter. Je te le dis, ça va pas marcher, c'est trop sérieux. Et puis je fais, fais-moi confiance, on le fait. Et en fait, ça a cartonné. Et à partir de là, j'ai eu carte blanche pour faire tout ce que je voulais. Mais il a fallu faire ses preuves. Toujours. Oui, ça c'est normal. Mais j'ai adoré, moi, mes années chez Golden. C'est vraiment, pour moi, c'est mes années d'adolescence. Ok. On rigole avec les potes, on reste dans les locaux jusqu'à 1h, on fume, on écoute de la musique. Enfin, j'avais 15 ans, quoi. Ouais, trop bien. Quand tu quittes, tu te lances pour le coup à ton compte, c'est ça? Enfin, je savais pas trop, je me souviens plus d'ailleurs, j'aimerais bien, faudrait que je relise mes journaux de l'époque, mais je sais plus si j'avais une stratégie. Je pense que j'ai toujours tout fait sans stratégie. Il me semble que... il y a eu une immense engueulade, je me suis cassée pour ça. Et mais c'était normal, ça faisait longtemps qu'on était là, en fait, il fallait passer à autre chose. Oui. Et je crois que je me suis dit, je vais faire la même chose, mais toute seule, en fait. Maintenant, j'ai des gens qui me suivent et je peux faire les choses toute seule. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Ah oui, puis je commençais à écrire des séries pour d'autres personnes aussi, donc ça m'a rassurée. À ce moment-là, j'avais écrit une petite série pour M6, donc tu sais, je commençais à travailler pour d'autres. J'avais écrit des trucs pour Bagel. Et donc, en tant que scénariste, ça me rassurait de voir que je gagnais ma vie aussi comme ça. Je jouais aussi dans beaucoup de trucs, donc en fait, je gagnais ma vie. En dehors de Golden, j'avais plus besoin de ce salaire mensuel, qui était pas grand-chose d'ailleurs, mais cool. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. J'étais intermittente. J'avais tourné dans Rock Macabre avec François. Oui. Donc en fait, ça commençait à bien marcher, entre guillemets, en ce sens où je payais mon loyer, je mangeais, et moi, ça me suffisait d'avoir ça. Donc le risque que je prenais, c'est que, oui, plus de pub, donc oui, moins d'argent. Mais en vrai, il n'y avait pas tellement de risques, en fait, je crois. Ok. C'est à peu près à ce moment-là que tu sors ta BD? Oui. C'est ça? Avec oui, c'est vrai. Ouais. Elle sort à ce moment-là, mais elle était écrite depuis longtemps. Mais oui, tout à fait, elle sort en 2017. Donc, j'ai quitté Golden, tu vois, début 2017. Ok. C'est... comment dire? Moi, quand... je te connaissais un petit peu perso, donc je voyais un petit peu... toutes les années Golden, on se voyait souvent. Voilà. Moi, je me souviens tellement de ma première interview, Mademoiselle. Oui. Quelle nostalgie. Le street style, tu te souviens? Ah oui, oui, je me souviens bien. J'avais adoré. On avait parlé de bain et tout. Parce que j'étais fan de bain déjà. Très fan de bain. J'en prends beaucoup moins, tu sais, aujourd'hui. Bah oui. Tu dis ça avec un peu de tristesse. Parce que c'est dur, c'est un vrai effort. De
Prendre des bains? Bah, de pas en prendre tous les jours. De pas en c'est prendre. un vrai effort. Oui, c'est un truc que tu fais pour la c'est consommation c'est ma d'eau. cigarette, tu vois. C'est mon verre de vin. C'est mon moment. Et mais du coup, je fais attention. Mais à l'époque, je me souviens que je t'avais raconté, putain, on en avait tellement rien à foutre. C'est fou, hein, comme on évolue, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je te disais ça, personne ne m'a défoncé en commentaire. Aujourd'hui, tu dirais en interview que tu prends des bains tous les jours. Bah oui. Alors que c'était il y a pas si longtemps, quoi. Bah c'était quoi, il y a si, quand même. 6-7 ans. 2014. Ouais. En vrai, ça commence à faire. À l'échelle de la prise de conscience écologique. C'est vrai. C'est assez gros. En fait, ce que je voulais te dire, c'est ça te fait pas peur, toi, à l'époque, de sortir cette BD qui montre le côté obscur d'Éléonore, en fait. Tu vois, parce que jusque-là, t'as plutôt fait de la fiction, t'as fait de la fiction marrante, et t'as plutôt fait, tu vois, des vidéos qui parlent de Prout aussi, bref, tu vois. Et là, oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a un vrai truc de, voilà un peu le côté obscur d'Éléonore que j'avais l'impression que t'avais pas trop mis en avant pour l'instant. Non, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas eu l'occasion. Bah, je crois que c'était un premier petit pion. Est-ce que ça va passer si je parle de ça? Et en fait, d'ailleurs, ça m'a vachement débloqué parce que tout le reste, après, le côté obscur et mes vidéos aujourd'hui, c'est plus des vidéos drôles. Hein. Mais si, en fait, il y a aussi. Non, mais il y a un petit côté léger que je veux garder. Je veux pas faire du pur drame, mais c'est vrai que là, Hippocampe, mon prochain film, franchement, je paye des cacahuètes à la personne qui fait un sourire. Hein. Je sais pas si ça le vend bien. Non, si, il y a de la tendresse, il y a un peu de légèreté, mais c'est vrai que c'est pas drôle du tout. Mais je me souviens pas m'être dit que ça me faisait peur. Okay. Je me souviens m'être dit, au pire, ça marche pas, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais mis beaucoup d'importance sur tout ça. Sur le fait que ça marche ou ça marche pas? Ouais, j'ai pas de stress par rapport à ça. Moi, je veux juste faire les choses et les livrer au monde. Et puis les livrer, et voilà. Et après, ça fait sa vie, mais bon. Après, c'est facile à dire parce que j'ai jamais eu de truc, de projet où genre vraiment je me suis fait défoncer encore. Touche du bois. Donc c'est plus facile à dire, mais en tout cas c'est pas une pression que je me mets en amont. Ok. Et je me dis que si c'est peut-être naïf, mais je me dis si moi ça, si ça me parle et tu vois quand j'écris un film, j'en parle vraiment autour de moi à plein de gens et si je vois que ça suscite une émotion chez une dizaine, vingtaine de personnes, je me dis a priori potentiellement, ça va peut-être en susciter chez d'autres personnes et si ça touche machin, ça va toucher machin. Donc tu testes quand même les idées sur ton entourage, quoi. Oui, toujours. Ok. En parlant... En pitchant, en général. En pitchant comme ça. Enfin, en disant, voilà, genre, qu'est-ce que... C'est un film, il va se passer ça, et ça, est-ce que ça te parle? Et voilà, et je regarde les réactions. Ok. Après ça, tu fais Genre Humaine, si je me trompe pas. Ouais, mais... Ah oui, tu parles dans pas le moment présent, là. Après, oui, tout à fait. Écoute, en 2018, sort le premier épisode de Genre Humaine, qui, au départ, est juste un petit sketch avec Marion. Enfin, une petite pastille, et qui n'est pas vouée à devenir une série. Ok. L'objectif, si je me trompe pas, c'est que tu te dis, tiens, je vais poser une caméra, c'est très simple à tourner, et c'est un dialogue sans cut. C'est que j'en pouvais plus de devoir toujours financer. C'était trop cher tout à chaque fois. Et du coup, l'objectif, c'était que ça coûte que dalle. Donc, c'était poser une caméra, en effet, et ne se concentrer que sur le jeu d'acteur, les dialogues, ne jamais couper, et balancer. Du coup, il n'y a pas de montage, et je voulais revenir à quelque chose de très simple. De simple. Et en fait, en vrai, de ce truc-là sort une série. Un truc très compliqué. D'un truc très simple, c'est devenu le projet le plus compliqué de ma vie. Un des plus chers, un des plus compliqués. Et en fait, la simplicité, tu peux pas la conserver, malheureusement. Je suis en train d'apprendre ça. Ah, tu crois vraiment? Ouais. Ou alors, il faut créer d'autres trucs simples. C'est-à-dire? Déjà, pas de la fiction. En fait, t'aurais pu faire... Enfin, tu vois, t'aurais pu continuer sur ce système-là. Oui, des petites chroniques. Mais à faire exactement ce que tu as fait de façon très simple. Mais qu'est-ce qui fait que tu as décidé de le rendre plus sophistiqué? Je l'ai pas décidé, c'est que c'est les histoires que j'ai voulu raconter. Qui devenaient de plus en plus compliquées. Qui devenaient de plus en plus compliquées à mettre en scène. Et tu vois, la scène saison 2 de l'annonce où le père, il annonce son cancer. T'es obligé de la réfléchir. Je vous invite à regarder. Je mettrai les liens sur ta Fabrice. chaîne YouTube oui. pour que les gens puissent aller regarder. Mais c'est vrai que cet épisode est particulièrement marquant et c'est sûr que là pour le coup t'es à plus de 2 personnages donc tu peux pas poser la caméra. Je crois que t'as envie aussi. Tu te dis bon c'est cool, ça plaît.
t'as envie aussi que les gens se lassent pas, donc t'as envie d'aller plus loin. Là, c'est ce qu'on fait avec la suite, c'est qu'on va beaucoup plus loin. Parce que c'est ce que les gens ont envie de ça aussi. Et puis je crois que mon équipe a envie de ça. Je crois que même moi, dans le fond, j'ai envie de ça. Ce qui me fatigue, c'est tout le processus financier et qui me dépasse. L'attente, voilà, on revient toujours sur l'argent. Ok, c'est intéressant. Mais si je me trompe pas, même cet épisode-là avec ton père, entre guillemets, Arnaud Chevrier, qui est formidable. Qui est génial. Incroyable. Mais ça reste quand même... ça reste un plan séquence. C'est ça, non? Ou je me trompe? Oui, en fait, Genre Humaine, c'est que des plans séquences. On n'a jamais coupé. Jamais. Mais la caméra, effectivement, la mise en scène est plus... Ouais. Mais en fait, c'est pas parce que c'est un plan séquence que moi, je pensais... Moi, je m'étais dit que quand c'est des plans séquences, ça coûtait pas d'argent. Bah, mon cul. En fait, parfois, ça coûte beaucoup plus d'argent. Genre, ce plan, il nous a coûté très cher parce qu'en fait, il y a une machinerie. Déjà, il faut payer des machinaux en plus. Parce qu'en fait, la caméra se balade d'un personnage à un autre. Ça nécessite un Ronin. Ronin, c'est très cher. Ça nécessite des rails de travelling. C'est très cher. Et en fait, c'est le matériel qui coûte cher. Oui, et l'équipe technique que tu emploies en plus, tu vois, si t'as un Steadicam, tu dois employer un Steadicammer. C'est pas toi qui va le tenir, le Steadicam, tu vois. C'est sûr. Et t'aurais pas pu poser une caméra sur la table et faire bon bah let's go, ça tourne. Bah si, mais ça aurait été moins bien. Juste après ça, tu fais Fantasme, si je me trompe pas. Alors oui, on fait Genre Humaine saison 1, saison 2, et je fais Fantasme l'année dernière, L'année dernière, qui est un long court-métrage. Un moyen métrage, un moyen métrage. Alors là, pour le coup, c'est... Enfin, moi, j'ai vu ce film, c'est du 100% Éléonore, quoi. Tu trouves? Pas pour moi, je trouvais que ça changeait de ce que je faisais. Mais j'avais peur, lui, pour le coup. Mais ça changeait en fait, ça change dans le sens où... Enfin, je sais pas pour moi, mais pour moi, le fond de ce que tu racontes, ça reste tellement toi. Ouais. Ah bah c'est trop génial. Mais tu vois, il y a une forme de... Je sais pas, de mélancolie dedans, et en même temps plein de sentiments et plein de sensibilité dedans. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Et c'était la première fois que je jouais pas dans un des trucs que j'avais écrit aussi. Et tu le réalises, hein? Oui, je le réalise. Si je me trompe pas. Donc c'est aussi la première fois que je réalise un truc aussi long. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah bah ça m'a apporté l'envie de réaliser. Ah ça y est, c'est... Oui, très très envie de réaliser. Ça m'a apporté ça a déplacé mon ego ailleurs et d'une façon très positive. Ça m'a apporté le fait... Dans quel sens? Bah ça... De lâcher sur un rôle qui est écrit pour moi, de voir quelqu'un d'autre interpréter moi, tu vois. C'était fort de laisser ça. C'était hyper important dans ma thérapie personnelle de faire ça. Par rapport à... Tu vois, on revient à mon père qui disait que j'étais bête. Par rapport à mon rapport au métier de comédienne, où tout à coup, j'ai réalisé que c'était peut-être pas ça qui me plaisait. En fait, ce qui me plaisait, c'était d'être sur un plateau. Et en fait, peut-être que j'avais pas trouvé ma place sur un plateau. Néanmoins, tu vois, aujourd'hui, 1 an après, ça me manque beaucoup de jouer. Mais le fait de pouvoir tout faire, je crois que c'est ça. C'est un truc où je me suis dit tout à coup, putain, mais j'adore être là, j'adore diriger, C'était génial de voir dans le compo la scène se jouer et se dire, putain, c'est fou parce que ce moment, je l'ai tellement imaginé et là, il est face à moi et d'être de ce côté-là. Et tu vis les choses très différemment. T'as beaucoup de recul sur ton film quand c'est toi qui le réalises. Bien sûr. Enfin, beaucoup de recul. Plus, en tout cas, que quand tu joues dedans. Que quand t'es dedans, oui. Ok. C'est intéressant. Ça a super bien marché, Fantasme. Ouais, c'est dingue. Et ça continue les gens continuent à regarder, en plus, j'ai l'impression. Oui, ça, je pense que ça va parler on a tous un fantasme. Donc, en fait, c'est ça, c'est ce que je te disais. La question qu'il faut se poser quand t'écris un truc, c'est pas est-ce que ça va marcher, c'est qui ça concerne. Qui ça concerne. Et Fantasme, avant de l'écrire, j'en ai parlé tellement. Et toi, t'as un fantasme? Pourquoi ça s'est pas fait? Et c'est quoi ton histoire avec ce fantasme? Et c'est quoi ton rapport au fantasme? Et là, pareil, sur le film Hippocampe, c'est ça. C'est quoi? T'as perdu quelqu'un? C'est quoi? Tu crois en quoi? C'est quoi ton rapport à ça? Et pourquoi ça te met en colère? Ou alors pourquoi tu crois en telle chose et tout? Et en fait, tu te rends compte que... J'espère que c'est concernant, mais c'est ça la question, à mon avis, en tant que créateur, tu dois te poser, c'est à qui est-ce que ça va parler? Trop intéressant. Donc ouais, on l'a mentionné là 2-3 fois, mais effectivement, tu as lancé un crowdfunding parce que crowdfunding.
Et c'est la première fois que tu... Oui, c'est la toute première fois que je fais ça. Je suis en train de réfléchir à ça, mais oui. Ouais, ça faisait des années qu'on me disait, mais fais-le, et puis... T'avais peur ? Ouais, grave, j'avais trop peur. De demander de l'argent à des gens ? Ouais, puis je trouve ça... Enfin, c'est dur parce que t'as des gens qui ont besoin d'argent pour des raisons vitales. Donc c'est ça, moi, qui me gênait. C'est que t'as des cagnottes pour les infirmières, t'as des cagnottes pour les aides-soignants, t'as pour la recherche du cancer. Et en fait, il faut pas que je réfléchisse à ça parce que tu vois, je me mets à culpabiliser. Okay. Et du coup, il y avait ce truc. Mais en fait, ce qui m'a décidé, c'est vraiment les gens qui me suivent, en fait. Qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup dit, mais nous, on est là. Et il y a une phrase qui m'a fait tilt, c'est tu nous proposes du contenu gratuit depuis 10 ans. Et en fait, là, pour une fois, on peut te rendre l'appareil. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et ça, c'est une phrase dont j'essaie de me souvenir tout le long de la campagne. Oui, c'est vrai. En fait, pendant 10 ans, c'était gratuit. Et puis moi, je me suis jamais rémunérée sur ces trucs-là, tu vois. Je vais pas me rémunérer non plus là-dessus, mais je veux dire, il y a un truc de... Tu vas pas te rémunérer sur ton film ? Non, je pense pas, non. Non, parce que tu veux dire que là, vous avez récupéré 40 000 € ? Là, je vais payer toute l'équipe. On va payer les logements, la bouffe. Les déplacements sont hyper chers. Si je me rémunère, ça va être 200 balles, mais c'est pas grave. Parce que moi, je veux privilégier vraiment Je veux pas de cet argent pour me rémunérer. Je veux de cet argent pour faire le film, tu vois. Mais en fait, tu peux très bien faire les deux. On verra. Mais tu sais, c'est pas beaucoup. On est à 40 000 € là. On a 4 jours de tournage. En vrai, c'est rien. 4 jours de tournage, on devrait avoir 60 000 € pour vraiment payer tout le monde bien et pour que tout le monde soit bien. Tu l'as dit aux gens ? Faut que je leur dise. Mais sur une économie classique de court-métrage, si tu veux un court-métrage tel que le mien, on serait financé à hauteur de 60 ou 70 000 € pour que tout le monde soit à peu près bien. Là, on est bien dans la mesure où tout le monde va être payé au SMIC, mais tout le monde est payé. C'est une équipe quand même de 20 personnes. Donc, personne n'est au courant de ça. Personne n'a en tête l'économie des... Ouais, j'ai fait des petits schémas, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le... Ouais. Ça, c'est un truc... il faut que je travaille sur ma communication, parce que c'est vrai que je sais pas communiquer bien. Oui, puis en fait, du fait de pas avoir peur de demander ce qui va permettre de pouvoir te payer en plus. Non, et puis je sais que les gens sont dans la merde aussi, tu vois. Et moi, j'ai la chance d'être intermittente... Tu vois, je suis pas là à me dire il faut que je me rémunère absolument. Okay. Si je peux, c'est super, mais si je peux pas, j'ai d'autres projets à côté qui me rémunèrent un peu. Donc tu vois, moi ce qui compte c'est de faire le film. Mais écoute, il reste 10 jours de campagne, donc je vais mon podcast. Il reste 10 jours de campagne, donc t'as raison, je vais me forcer à faire une story un peu plus explicative. Je crois que c'est hyper important d'expliquer aux gens ce qui se passe, quoi. Ouais. Je crois. Donc ce film, tu peux en parler du pitch et tout oui, c'est dans le kiss. En plus, tu vois, j'en ai dit beaucoup parce qu'il faut donner envie aux gens, quoi. Donc tu vas parler des croyances. Je vais parler surtout de non-croyance et de la difficulté à accepter un deuil quand tu crois en rien. Et donc c'est un film qui t'a débloqué quelques jours de la mort de ton père. Ouais, donc comme je te disais, où l'idée avait émergé, en fait, en termes d'image, en termes de ton, en termes de dialogue, je savais ce que je voulais. Je voulais vraiment une intimité de couple dans un huis clos. En plus, on va tourner chez moi. J'avais très envie d'immortaliser ma maison et d'être dans cette intimité profonde du couple. Et donc j'avais cette idée de faire un film très lent sur les dialogues et alors, l'idée de base, c'était sur la fin du monde. Il y avait quelque chose une explosion. Enfin, en fait, j'avais plein d'idées, mais j'avais écrit un long métrage et je savais pas trop où j'allais. Et puis, je suis allée à Brest et au festival, j'étais jury au festival du film court de Brest. Et j'étais avec Sébastien Chassagne. Et en fait, j'en ai parlé un peu avec lui. Puis tout à coup, il a pris les traits de mon personnage masculin où je savais pas qui je voulais là-dedans. Et je me suis dit, putain, je l'avais déjà pris sur Fantasme. Oui. Donc je voulais changer, mais en fait, c'était tellement évident qu'il fallait que ce soit lui encore. Et sauf que cette fois, je voulais jouer dedans. Et puis, j'ai vu plein de courts-métrages et à chaque fois, je me disais, il y a un thème fort. De quoi tu veux parler ? Et puis, mon père est mort, je sais pas, 5 jours après. Et là, d'un coup, je fais, mais en fait, je vais utiliser ça, cette lenteur que je voulais, cette image, ce huis clos, ce couple. Et en fait, le thème, ça va être ça. Ça va être... qu'est-ce que tu fais descendre ? Parce que du coup, cette fille, elle se retrouve... Parce que qu'est-ce que tu fais descendre ? Moi, c'est une question
je ne sais pas quoi faire des cendres de mon père. Ah. Et on ne sait pas... on change d'avis toutes les semaines. On est passé par 1000. Est-ce qu'on s'en sépare ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça veut dire que visuellement, tu vas voir. Donc, le film commence sur ça, sur elle avec les cendres. Alors, on ne sait pas que c'est des cendres parce qu'en fait, pareil, moi, quand la meuf... parce que nous, on n'a pas assisté à l'incinération parce qu'ils ne voulaient pas. Donc, en fait, la meuf des pompes funèbres a sonné. Et pour nous remettre une urne, moi, je pensais qu'on avait choisi, en fait. Et c'est un truc hyper bateau, tu vois. Genre, ça ressemble pas du tout à une urne si tu sais pas que c'est une urne. Et donc, ça commence le film par cette fille qui est dans la chambre avec ce truc posé, cette boîte, on sait pas ce que c'est. Et puis, elle le met dans plusieurs endroits. Et ça soulève vraiment la question. Bon, il y a une finalité, du coup, parce qu'elle trouve un endroit, mais cette question de qu'est-ce que tu fais du corps de ton père et après, ça parle quand même de beaucoup de choses, je me rends compte. Étonnant. C'est étonnant de ta part. Et cette fille, elle se met à voir des heures miroirs partout, tu vois. Donc, les heures miroirs, c'est 9h09, 10h10, 11h11. Moi, j'ai commencé à voir ça vraiment de façon très régulière en août, quand mon père est retombé malade. Et il y a eu cet oiseau qui s'est écrasé contre la vitre de ma maison. Ah et ça a été horrible, cet oiseau, parce que j'ai vraiment eu un truc de... Il va se passer quelque chose. Et donc, moi, je ne suis pas croyante, je ne crois en rien, malheureusement. Mais je crois que je me suis raccrochée à ces heures miroirs à ce moment-là pour m'aider à traverser cette épreuve et pour... ça m'aidait trop de me dire que peut-être que c'était là pour me dire que ça allait aller. Mais au début, avant de me dire ça, je suis passée par une vraie phase angoissante de me dire c'est pour me prévenir d'un malheur. Donc, dès que je voyais une heure miroir, j'étais mal, en fait. Et donc, elle, Victoire, mon héroïne, elle est dans ce truc où elle est vraiment angoissée par ces heures miroirs. Et ça lui fait faire de réelles crises d'angoisse, comme si quelqu'un voulait la prévenir d'un... Mais son père est déjà mort, donc qu'est-ce qui peut se passer encore ? Et en fait, ça parle de comment tu inverses la balance pour passer vers le côté positif. Et ça parle de la colère qui t'anime face à tous les gens qui vont t'expliquer... que quand ils ont perdu leur grand-mère, ils ont vraiment senti une présence et tout. Ah oui. Voilà. Et de tous les gens qui te donnent des conseils et qui sont tellement loin de ta réalité sur le moment. Donc, ça parle de tout ça. Et puis, ça parle évidemment et surtout d'une immense histoire d'amour de ce couple dans le quotidien. C'est très quotidien, mais il y a une tendresse, une complicité entre eux. Voilà, le soutien que tu t'apportes dans ces moments-là aussi. Et voilà. Et ça va durer entre 20 et 30 minutes. Je ne sais pas encore. Ok. Et vous tournez bientôt ? Oui, on tourne le 11, 12, 13, 14 février. Ah, yes. Ouais, c'est dans 2 semaines. C'est dingue. Là, je commence vraiment à avoir hâte. Trop bien. Et ça sera aller vite. Hein, t'as prévu de sortir quand ? Écoute, j'aimerais bien qu'il soit monté en mars et j'aimerais trop. On va faire une avant-première en avril. J'espère que tu pourras venir d'ailleurs. Avec grand plaisir. En avril à Paris et on va en faire une aussi à Nogent-le-Rotrou, la ville entre guillemets, à côté de laquelle je vis, parce que je trouve ça, comme en plus ça se tourne dans le Perche, tu vois, c'est symboliquement important. Et après, j'aimerais bien le sortir en avril sur la chaîne. Ok. Oh là là. Écoute, merci beaucoup. Merci Fabrice, c'est trop cool. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'était vraiment très chouette. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Tes questions, elles sont bien. Ah bah merci. Non mais c'est vrai. C'est bien ficelé quoi. Tu répètes pas. Souvent j'ai l'impression de répéter toujours les mêmes trucs et là pas du tout. Non mais c'est un peu mon objectif. Ouais. Bravo. Bravo pour ça. Merci beaucoup en tout cas. Et puis je mettrai tous les liens pour trop cool. pour aller voir ce que fait Éléonore dans la vie d'une manière générale. Voilà. Je t'embrasse. Bisous. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.